décollage d'il y a 70 ans, le Sea Fury et le Spitfire Mark 14 qui écrasent le Rafale en un seul plan, comme on dirait cinématographiquement. On a donc un beau raccourci. Vous pouvez agiter les bras parce qu'il ne vous entend pas dans l'avion. Au passage, je vous signale que l'endroit le plus tranquille de la région, il y a quelques instants, c'était quand même le cockpit du Rafale où on s'entend respirer quasiment. Enfin, vous pouvez agiter les bras. Cédric vous verra. Mais enfin, là pour l'instant, il fait attention à bien rouler sur la ligne. Parce qu'après tout, on aime bien faire les choses dans l'ordre. Vous voyez que c'est un petit avion. Il est étonnamment fin comme avion. C'est un avion d'une technologie, on va dire phénoménale. Parce que c'est un petit avion léger dans lequel on a réussi à coller non seulement des moteurs qui vont bien, avoir un rapport poids-poussée qui va bien, mais en plus on a un avion qui est à la fois un camion et une Formule 1, il fait les deux à la fois. C'est pour ça que c'est un avion compliqué, c'est un avion qui n'a pas été sain des saints. Quand Mitchell a fait cet avion au milieu de son cancer, il a fait un chef-d'œuvre. Alors le Spit est devenu célébrissime, je le raconterai tout à l'heure pendant l'évocation de la bataille d'Angleterre avec l'autre Spitfire, le Mark IX. Le Spit est devenu célébrissime pendant la bataille d'Angleterre. Il est devenu finalement une espèce d'icône nationale. Il est devenu les avions qui avaient permis, les hydravions qui avaient permis quelques petites années auparavant. Ça avait permis à la Grande-Bretagne de partir avec la Coupe Schneider dont je parlais tout à l'heure, cette compétition de vitesse pure pour hydravions. Et donc en construisant, en dessinant à l'unité des machines qui volaient quand même à 650 km/h, Reginald Mitchell avait une idée assez précise de ce qu'il fallait faire pour faire un avion à haute performance, à grande vitesse. Un avion, c'est que la moitié du truc, il faut aussi un moteur. Et donc, chez Rolls-Royce, on avait travaillé sur les moteurs de course de la Coupe Schneider encore, mais comme à l'époque de la Coupe, je vous rappelle, c'était l'époque de la Grande Dépression, c'était la fin des années 20, il n'y avait plus de ronds dans les caisses. Eh bien, il y a une dame, américaine de naissance, mais britannique de mariage, qui s'appelait Lady Houston, qui, plus patriote qu'elle, c'était pas possible, plus anglaise qu'elle, même si elle n'était pas de naissance, c'était pas possible, Lady Houston avait décidé de financer, de sponsoriser. Ben, il a fait comme il était plus léger, était déséquilibré. De lui-même, il est parti à Cabret, il est sorti du piquet. Et dans la ressource, il a plié les ailes de 8 ou 9 degrés vers le haut, ce qui fait que l'avion, il avait vraiment les ailes en très très fort dièdre, mais le pilote, qui était un grand pilote d'essai britannique, a réussi à sortir les roues, à se poser en planeur, le truc couvert d'huile, il n'y voyait rien dehors, il l'a posé sans le casser, et surtout sans se casser. Et après, quand on a déployé les enregistreurs, on a dit, ben oui, 91% de la vitesse du son. La vitesse la plus élevée jamais atteinte par un avion à hélice. C'était donc Christophe Jacquard, grand collectionneur de Warbirds. Ces avions-là, ces avions anciens qui appartiennent à la catégorie des avions de chasse, on les dénomme des oiseaux de guerre, des Warbirds. Et donc en France, on a quelques petites collections un peu chétives quand même comparées à ce qui se passe en Grande-Bretagne, où il y a beaucoup plus de machines anciennes que chez nous. Mais chez nous, il y a quand même quelques personnages comme Christophe Jacquard qui, avec son équipe, et dans cette équipe, bien sûr, il y a ceux qui font vraiment voler les avions, qui ne sont pas les pilotes, mais les mécaniciens, qui entretiennent le patrimoine. Voici donc le seul Spitfire français. Dans le monde des Spitfire, il en reste actuellement 25, on va dire, autour de 25. Ces avions sont terriblement précieux parce qu'ils permettent
C'est pas des jeunes, hein. Ah bah oui, t'entends? Et là, la droite et la femme. Elle est concentrée là. Comme ça, un Stearman, là vous commencerez à comprendre votre malheur. Mais quel avion génial, quel avion sublime. Dans le ciel, donc, nous avons vu décoller un avion frappé d'une étoile rouge, et tout à l'heure on a beaucoup parlé des héroïques pilotes de la Royal Air Force, majoritairement britanniques, c'est vrai, ou appartenant au Commonwealth. Maintenant on va changer un peu de registre, on va parler de pilotes français. À l'occasion de la présentation de cet avion qui porte les couleurs d'une unité de combat française qui est devenue totalement légendaire, et pas seulement en France, hein, mais qui fait partie de la grande légende de toute l'histoire de l'aviation, et qui s'appelle Normandie Niemen. C'était un type extraordinaire, il est parti il n'y a pas longtemps, il a fini sa carrière à Air France comme commandant de bord sur 747. Ça a été aussi un des grands pilotes de ligne de l'après-guerre, lorsqu'Air France est ressorti de ses cendres. Mathieu Cocagne, 11 ans, il porte un sweat noir avec des inscriptions jaunes, et son papa Claude l'attend au poste de secours. Si vous voyez un petit garçon qui s'appelle Mathieu Cocagne, tout ça, celui sans lequel aujourd'hui nous ne serions pas une race volante, voici le Douglas DC-3. Quelle élégance! Alors il a un poisson pilote avec lui parce que ce DC-3 est mis en œuvre ici, et ici il y a une compagnie aérienne qui exploite beaucoup au départ de Rennes-Saint-Jacques, qui s'appelle Chalère, et comme les gens du DC-3 et les gens de Chalère c'est les mêmes, mais ils ont décidé de présenter le passé et leur présent à eux simultanément. Le DC-3 sert donc de poisson-mer pour un Beechcraft 1900, qui est un petit avion de transport pour une vingtaine de passagers et biturbopropulseur, qui exploite en particulier régulièrement quotidiennement la ligne Rennes-Bordeaux. Le DC-3 donc c'est un bimotard avec deux moteurs de 1200 chevaux chacun. On pouvait mettre jusqu'à 24-28 passagers en bourrant bien là-dedans. C'est un avion qui a inventé des tas de choses. Déjà, il a inventé le transport moderne, parce qu'avec cet avion, on a pu voler de jour et de nuit, important. Et puis, on a pu aussi voler
presque par tous les temps, puisque c'était un avion qui était totalement fermé, dans lequel il ne pleuvait pas, et un avion équipé de dispositifs permettant de naviguer en particulier sans visibilité. Il n'y avait pas, par contre, il n'y avait pas encore de radar, pas de pressurisation, on ne montait pas haut, on volait aux alentours de 2000-3000 mètres maximum. Et donc, dans ces avions, on a inventé aussi un truc très important pour le voyage aérien à l'époque, c'est-à-dire le sac vomitoire. Parce que les voyages à l'époque, se passant à basse altitude, ils étaient très souvent dans de la météo turbulente. Et à travers les États-Unis, en particulier les États du Sud, l'été, ça turbule, l'air est chaud. Donc le voyage aérien n'a pas toujours été quelque chose de très confortable. En tout cas, en DC-3, ça ne l'était pas toujours, même si parfois c'était absolument délicieux. Quel bel avion! Le DC-3, donc, jusqu'en 1939, avait été construit à peu près à 2 mains pour acheter des DC-3. Et il se trouve que mon papa, qui à l'époque était Air France, a fait partie de l'équipe qui a été chargée d'aller chercher les premiers DC-3 d'Air France. Ils sont arrivés en Arizona, vous imaginez, c'était juste la fin de la guerre en France, on sortait de la guerre, vous imaginez l'ambiance, le décor économique, si on peut dire. Et imaginez-vous une bande d'une dizaine de Français, d'aviateurs français, d'Air France, qui débarquent en plein Arizona avec un bon pour 12 DC-3. Ils arrivent sur un bout de désert, une base aérienne où il y avait 400 DC-3 alignés sous le soleil. Et ils cherchent un bâtiment, ils trouvent une espèce d'Algeco, bâtiment de chantier, ils trouvent avec un officier qui était le gardien du truc. Il lui donne le bon pour 12 DC-3 et il dit où ils sont de DC-3 et le gars leur dit servez-vous. Alors ils avaient une voiture de location, légère d'ailleurs, une douzaine d'avions les plus cohérents possibles avec les mêmes équipements radio et tout ça, parce que tout ça était un peu, les avions ils avaient été amenés là dans l'état où ils s'étaient trouvés à la fin de la guerre. Et puis finalement, une fois qu'ils avaient été contents de leurs 12 avions, ils avaient dit aux gars, on fait quoi? Le type il dit, vous les emmenez. Alors ils s'étaient lâchés sur DC-3, ils avaient quand même demandé, est-ce qu'on peut avoir un pilote qui pourrait nous lâcher sur DC-3? Alors ils avaient eu un pilote qui leur avait expliqué comment ça marchait. Ils étaient montés dedans, le chef pilote de l'opération s'appelait Monsieur Lafancher. Il a ensuite été le grand chef pilote d'Air France dans les années 40, fin des années 40. Et donc, ils ont pris leur DC-3, ils les ont mis en l'air, ils se sont fait un peu au DC-3, puis après ils ont organisé le rapatriement des avions à travers l'Atlantique Nord, en passant par le Nord, par en particulier l'Islande et l'Amérique, et puis tout ça est arrivé au Bourget. Arrivé au Bourget, ils ont peint dessus les couleurs d'Air France, la très célèbre crevette, qui en fait est un hippocampe ailé. Enfin bon, on appelait ça la crevette. Et c'est ainsi qu'Air France est reparti en 1946. Qu'Air France est reparti en direction d'un avenir qui finalement s'est plutôt pas si mal déroulé. Ce sublime DC-3 en France, des DC-3, il en reste 3. Dont un immatriculé aux États-Unis, ce sublime DC-3 est piloté pour nous par Alain Battistini et Christophe Marchand. Les DC-3 d'Air France ont aussi beaucoup servi dans les lignes impériales. À l'époque, la compagnie travaillait beaucoup